Allô tout le monde, moi c'est William. Moi, c'est Valérie. Bienvenue sur notre deuxième Tête à Tête à tête! On est tête. très heureux de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Salut Mallory! Salut William. Donc, on reçoit une femme militante et inspirante aujourd'hui. Ouais, vous l'avez peut-être vu aux émissions de télé, tout le monde en parle, Deux filles le matin. Il y a du monde à Metz, entre autres. Elle a aussi récemment écrit un livre, L'urgence de vivre, ma vie avec l'Alzheimer précoce, qui est un livre avec une préface du journaliste de la presse Patrick Lagacé, donc un livre dans lequel elle raconte son histoire. Oui, donc elle est atteinte de l'Alzheimer précoce. Elle se bat pour l'aide médicale à mourir anticipée, donc pour les gens atteints de maladies neurodégénératives. On va avoir l'occasion d'aller plus en profondeur avec elle. On l'accueille tout de suite en direct. La voici, Malheureusement. Sandra de Montigny. Sandra de Montigny. Bonjour. Allô? Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Enchantée. Oui, ça va bien, Enchantée. merci. On vous invite pour commencer en bonne et due forme. On vous invite à vous présenter pour qu'on vous connaisse un peu plus. Et par quel morceau je commence? OK, ben, je vais commencer par mon nom. Je m'appelle Sandra de Montigny. J'ai j'ai 41 ans. Et puis, je suis mère de 3 enfants, de 14, 18 et 22. Dans la vie, j'ai travaillé comme sage-femme pendant presque 20 ans. Puis, sinon, ben, je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer, de la forme précoce génétique. Je l'ai su à 38 ans. C'est moi qui ai demandé à faire un dépistage parce que j'avais un doute, parce que j'avais des symptômes un petit peu étranges. Merci beaucoup. Puis, Bienvenue. justement, vous avez parlé de l'Alzheimer précoce. Mais est-ce que Ouais. vous pouvez nous dire un peu plus précisément qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que ça mélange un peu les gens, puis c'est comprenable là, parce que on pense souvent que la forme précoce, c'est 65 ans et moins. Mhm. Donc, on dit, bon, la forme précoce, quelqu'un qui l'a eu à 58 ans ou à 62, c'est la forme précoce. Mais ça, c'est comme précoce dans le temps. Mhm. Alors que la forme précoce génétique, qui est celle que moi j'ai, c'est vraiment une forme qui vient d'un défaut sur un gène. Ça veut dire que à partir du moment que j'ai la maladie sur un gène, il va s'exprimer. Nous, c'est la forme dominante. Donc, à partir du moment qu'on reçoit un gène malade, donc un des deux parents, ben, ça se manifeste comme ça. Quand même intéressant. Vous avez dit que vous l'avez appris il y a 2 ans, donc c'est quand même assez récent. Il y a 2 ans, vous aviez 39 ans, vous avez aujourd'hui 41. Votre livre s'appelle L'urgence de vivre. Qu'est-ce que ça change quand on apprend qu'on est atteint de l'Alzheimer? Qu'est-ce que ça change dans une vie? Ben, ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout. Puis, ce qui est particulier dans notre histoire, c'est parce que comme j'ai la forme génétique, moi, mon père en était atteint. Et quand lui était malade, il est décédé en 2007. Fait que c'est pas 1920, là. C'était assez récent quand même. Puis, c'est sur ce dernier jour qu'on a rencontré un neurologue qui nous a annoncé, à mon frère et moi, vous savez, c'est une forme génétique dominante. Et là, il a tout expliqué la chose. Et c'est là qu'on a appris qu'on pouvait être atteint à 50 autour de la quarantaine. Moi, je dirais que ma première urgence de vie va commencer là. Là, honnêtement, là, j'ai pleuré, j'ai été en boule, j'étais fâchée, j'ai fait plein d'affaires. Mais ce que ça fait, c'est que ça m'a poussée à faire des choses que j'ai toujours voulu faire, puis pas attendre plus tard. Parce que moi, le plus tard, je savais qu'il y arrivait relativement vite, là. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, ben, entre autres, comme je disais, je travaillais comme sage-femme et puis moi, j'avais toujours voulu travailler un peu à l'étranger. Donc, j'ai quand même eu un contrat pour y aller avec d'autres professionnels de la santé là-bas sur un court terme au Gabon pendant 10 jours au niveau de l'enseignement universitaire. Et après ça, j'ai eu un appel quelques mois plus tard de l'organisation qui chapeautait un des deux mandats que j'ai fait à l'alimentaire pour me dire, écoute, Sandra, là, c'est un peu dernière minute, je ne sais pas si ça peut te tenter, mais on aurait un poste en Bolivie à combler pour 1 an. Fait que là, j'écoute ça, je suis comme, ah oui, c'est le fun, j'écoute ça. Puis là, en dedans de moi, je suis comme, bon, c'est ça le fun, il me semble que c'est compliqué. Puis bon, et finalement, ça n'a pas été très long.
J'en ai parlé avec mon conjoint, puis ça a été... on a envie d'y aller, on y va. Alors, on a amené toute la belle gang en Bolivie, incluant le chien. Donc, nous, les 3 enfants, puis le chien, parce que je pensais que la présence du chien allait aider à ce qu'ils s'acclimatent mieux, les enfants. Mais sinon, t'as pas besoin. Fait que, et puis là, pour aller là, j'ai dit, ben écoute, ben, moi, je démissionne, je m'en vais en Bolivie. Puis là, c'était, ben là, t'es-tu sûre, là? Parce que, il n'y a pas de sage-femme partout au Québec. Ça se peut bien que tu n'aies rien en revenant. Là, puis, ben, je dis peut-être, c'est pas grave, je m'organiserai, mais moi, j'ai toujours voulu voyager avec mes enfants. On part. Fait qu'on est parti pendant 1 an en Bolivie. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, l'urgence de vie. Ça, c'est un rêve que j'avais depuis tout le temps. Mais tu sais, c'est compliqué. Hey, je devrais-tu lâcher ma job? Ben là, je suis pas sûre. On va à l'école. Moi, c'est fait de garde. Ça va s'organiser. Ça s'est organisé, tu sais. On est allé. J'essaie vraiment qu'on fasse. Il y a des trucs qui nous tentent. On l'essaye, on y va. Puis, dans la mesure du faisable avec ce qu'on a en ce moment. Là. Mais tu sais, de toute façon, maintenant, je le sais que je peux pas attendre. Mm. Tu sais, c'est confirmé, je peux pas. Sinon, ça n'arrivera pas. Non. Mais faites bien de prendre en main là, les choses, là, parce qu'on ne peut pas attendre que ça arrive toute seule. Puis, justement, vous avez parlé des émotions que vous avez ressenties lorsque vous l'avez appris. Puis, c'est vrai que ça doit être choquant, là. C'est pas tous les jours qu'on apprend ça. Puis, justement, vers qui vous vous êtes retourné, à qui vous l'avez annoncé en premier? En fait, quand j'ai eu l'annonce, j'étais accompagnée déjà de mon chum et de ma meilleure amie. Parce que, bon, un, c'était à Montréal, puis moi, j'étais à Québec. On avait un voyagement à faire. Puis je me disais, si mon chum est seul, peut-être qu'il va trouver ça un peu pénible, là, si moi, je pleure dans un coin pendant 3 heures. Là. Fait que je me suis dit qu'à 2, il pourrait jaser, tu sais, puis que moi, je serais en boule seule. Fait que quand on me l'a annoncé, en fait, je l'ai comme senti avant qu'elle le dise. Hein. C'est une conseillère en génétique que j'avais vue plusieurs fois, tu sais, pour le counseling avant, savoir si on le fait ou pas. Puis, je me demandais comment elle allait me dire ça, tu sais. C'est quoi son approche? Je pense que c'est ma déviation de sage-femme, là, tu sais, quand tu as une grosse décision plate à annoncer, tu sais, comment elle va faire? Puis là, finalement, elle nous avait dit, moi, je ne vois pas les résultats avant. Je l'ouvre devant vous. Fait que finalement, elle est arrivée. Puis là, on a parlé de ça. Puis je me suis dit, elle m'a dit, comment ça va? Ben, ça va un peu inquiète, là. Et puis, quand elle a ouvert l'enveloppe, là, j'ai vu dans l'expression de son regard qui a bougé, là. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Puis elle a levé sa tête, puis elle dit, Sandra, t'es porteuse du gène. Puis ben là, j'ai pleuré fort, j'ai pleuré longtemps. Je voulais pas être dérangée. Là. J'étais là, c'est ça, dans une émotion, je pense que c'est l'émotion la plus difficile que j'ai jamais vécue dans ma vie. Là. J'ai pleuré comme ça pendant un bout, puis quand ça a commencé à se calmer, mon amie m'a regardé et a dit, tu le savais, hein? Tu me l'as dit plusieurs fois. Je dis, oui, je le savais. Bon. Puis mon chum qui m'a dit, tu sais, ça va être correct, t'es pas tout seul là-dedans. Là. Puis, je me suis, dans les semaines après, souvent retirée. Tu sais, d'aller dans ma chambre, puis je dis, j'ai besoin d'aller en haut un peu. Puis, j'étais toute seule. Clairement, c'est un choc. Vous avez l'acceptation à faire pour vous-même, pour vos proches, puis vous l'avez dit. Puis c'est là que je vais vous amener. Les enfants, comment on aborde ça? Vous avez 3 enfants, vous avez 39 ans. C'est quoi la discussion qu'on doit avoir à ce moment-là, s'il y en a une à avoir? Ça, c'est le moment que je redoutais le plus. Vraiment. Quand j'ai eu le diagnostic, vite, j'ai pensé à ça. Puis je me disais, comment je vais dire ça aux enfants? Comment je vais leur dire? Puis, il était au courant, là, parce que, tu sais, mes 2 plus vieux ont connu mon père. Puis, on en parle souvent à la maison, là, tu sais. Ah, papy, il faisait telle affaire. Papy, il aimait ça faire ça. Puis, c'est comme dans l'ambiance de la famille, un peu.
Mais j'avais beau avant penser à comment ça allait être pour leur dire, ça n'avait rien à voir avec quand je le savais vraiment. Puis là, il fallait que je leur... moi, j'avais décidé de leur dire, je suis quelqu'un de super transparente. J'aurais pas été capable de garder ça par en dedans. Je suis aussi bien leur dire, surtout qu'on savait que ça s'en viendrait. Parce qu'ils savaient que j'allais faire le dépistage, ça avait été dit, ça. Fait que j'ai comme attendu un mois et demi. Parce que, entre autres, on avait, bon, au début, les 10 premiers jours, j'étais vraiment sous le choc. Fait que, après ça, on avait un voyage de prévu à Disney. Seulement moi et les 3 enfants. Et là, je me disais, je peux pas massacrer leur voyage avant qu'on arrive là-bas. Ça n'a pas d'allure. Alors, là-bas, moi, j'ai fait comme si rien n'était. Puis après, on est revenu. Moi, j'ai attendu une autre semaine. Puis là, je me suis dit, non, il faut que ça se passe. Chaque journée, je le repoussais. Puis, j'ai commencé par le dire à ma plus grande, qui avait donc 19 ans à l'époque. Puis, là, j'arrive subtilement, pas trop subtilement à côté d'elle, tu sais. Puis là, j'ai dit, Dave, j'aimerais te parler de quelque chose. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est quelque chose, j'ai hésité, tu sais, c'est difficile pour moi. Puis elle me regarde, elle dit, tu veux-tu me dire que tu as eu un diagnostic d'Alzheimer? J'ai dit, moi, c'est ça. Elle dit, ben, franchement, on le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait, là. Tu n'as pas besoin de diagnostic pour ça, là. Fait que, écoute, si tu penses que Mathis va être surpris, là, c'est lui du milieu. Elle dit, stresse-toi pas, là. On le sait. Fait que là, même si le plus petit, par exemple, Sacha, tu sais, il a comme 11 ans. Fait que là, j'étais rassurée pour les 2 plus vieux. Et puis là, c'était le temps du petit que chaque jour que je repassais, je laissais passer parce que je voulais pas le faire. Puis je n'osais pas m'imaginer le massacre que ça allait faire dans la vie d'un enfant d'11 ans, là. C'était... Puis mon fils, c'est un grand émotif, tu sais, on est proches. Parce qu'il y a de la maladie, mais c'est surtout que ça rime avec une mort précoce. C'est ça le pire des enjeux, là. Donc, j'ai fini par, à un moment donné, dire, « Ah, tu viens-tu? Je suis fatiguée. On va aller se coller. » T'sais. Fait que là, il s'est couché à côté sur mon ventre. Puis là, on jasait dans ma chambre. Puis, ça. Puis là, j'ai dit, il faudrait que je te dise quelque chose. Puis c'est difficile pour moi parce que je pense que ça peut te faire de la peine. Puis là, j'ai annoncé, je suis atteinte de la maladie. Et là, il a crié un non tellement fort, là. Puis là, il disait non, non, non. Puis là, il se mettait la main dans mon ventre, puis il shakeait sa tête de gauche à droite, non, non, non. Puis là, il pleurait, puis j'ai frotté les cheveux. Puis ça a duré vraiment plusieurs minutes, là. Vraiment. C'est facilement un des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que, tu sais, tu te sens coupable quand même si c'est pas moi là, qui a décidé que j'ai ce gène-là. Mais je sais ce qu'il va traverser. Je l'ai vécu, moi, comme fille de quelqu'un atteint. Puis, tu sais, il va être orphelin assez tôt dans sa vie quand même, là. Puis ça, c'est... Si justement vous essayez de les protéger, tu sais, l'ayant déjà vécu vous-même, c'est vos enfants, vous voulez tout le temps les protéger. Je comprends tout à fait vraiment le sentiment. Puis justement, vous avez récemment appris que vous êtes passé du stade léger à modéré. Ça a été quoi les changements principaux que vous avez remarqués? Moi, j'avais remarqué déjà là, depuis... tu vois, le médecin m'a confirmé ça comme en janvier, je pense. Mais moi, ça faisait un bon 9 mois là, que je savais qu'il y avait des choses qui changeaient. C'était beaucoup ma mémoire à court terme. C'est progressif. Au début, on pense qu'on est fatigué, je n'étais pas attentive. Mais là, quand ça revient, puis ça revient, puis ça revient, là, ma mémoire à court terme, c'est vraiment rendu... c'est un défi, là. C'est vraiment un défi. Je donne un exemple. Je peux dire, mettons, on écoute un film, puis le monsieur là-bas, là, avec la casquette bleue, là, c'est qui, lui?
Ah, c'est le facteur. OK. Ça prend pas une minute. Je recommence. C'est qui le monsieur à la casquette bleue? Toujours de la même façon en plus. Mais tu sais, après 4 fois, là, à un moment donné, le réflexe, c'est de dire « Hey, coudonc, tu m'écoutes-tu quand je te parle? » Tu sais, parce que j'avais pas ce symptôme-là avant. Puis là, tout d'un coup, je commence à faire ça. Tu m'écoutes-tu ou tu me niaises-tu? Ou, Puis au début, j'étais comme, ben non, écoute, on dirait que je l'ai pas, je sais pas, là, non. Mais là, ça revient. Ça revient, puis ça revient. Fait donc, la mémoire court terme, c'est mon défi là, de la dernière année. Mais sinon, il y a plusieurs autres choses qui ont quand même changé, mais moins. Mon propre spatial, c'était déjà pas. Ben, c'était un petit peu atteint au début, mais là, c'est pire. Fait que c'est me repérer dans l'espace. Donc, moi, aller dans un magasin grande surface au Boxing Day, vous me mettez là, je ne sais pas comment sortir. Là. Je vais rester là, puis je vais tourner en rond, puis j'arrive pas à m'orienter dans l'espace. Ça, c'est vraiment bizarre comme feeling. C'est ça les principaux changements. Puis, moi, je participe à des recherches depuis plusieurs années, là, depuis 38 ans à peu près, quand j'avais 38 ans, avec l'Université McGill. Puis, ils ont un centre de recherche qui travaille sur l'Alzheimer précoce. C'est l'Institut Douglas. Et puis, avec eux autres, on fait des tests aux 6 mois. Puis, c'est une alternance entre des tests cognitifs. Les tests cognitifs, là, c'est... je ne sais pas si vous connaissez, là, mais... genre, il y a un rond sur ta feuille, puis il faut que tu dessines comme s'il était midi et quart. Il y a... je sais pas, il y a 4 maisons, puis il y en a une qui a une petite affaire différente, c'est laquelle. Bon, des trucs comme ça. Donc, on fait ça, les cognitifs, puis on fait de l'imagerie. L'imagerie, ça alterne. Une année, on fait un IRM, puis une année, on fait un PET scan du cerveau. Je dis on parce que c'est mon frère. Mon frère aussi, il vient. Lui, il n'est pas atteint, mais il vient comme groupe témoin. Donc, c'est en faisant ça, moi, quand j'ai commencé à être suivie pour ma maladie, je demande à l'équipe de McGill de transférer mes résultats au médecin parce que c'est le temps qu'on met là-dedans, ça serait le fun de l'utiliser. Et puis, le dernier test que j'ai eu à McGill, qui était comme au mois d'octobre, il y a comme 3-4 mois, ça a été vraiment pas bien. Donc, ils ont envoyé les résultats à mon médecin, puis j'avais un résultat de prévu comme la semaine d'après. On est allé le voir, puis il me dit Sandra, j'ai reçu tes résultats du centre de recherche. Je dis, oui. Il dit sérieux, quand j'ai ouvert ça ce matin, là, je tombe en bas de ma chaise. Je pensais pas que ça avait changé à ce point-là. Parce que moi, j'avais dit, comme au moins 2 fois dans l'année en cours, c'est je trouve que. Puis là, c'est tout le temps la phrase, mais oui, mais tu te juges sévèrement. Puis, ouais, mais je trouve que ça commence à être plus difficile pour certaines choses. Puis, donc, c'est ça. Il dit, j'ai vu tes résultats, puis ils ont tous vraiment diminué là, dans les tests cognitifs que les imageries. Donc, c'est là que le médecin m'a dit, écoute, tu étais dans le léger pendant quelques années, mais là, on est rentré dans le modéré maintenant. Mais en même temps, ça fait drôle à dire, mais ça me réconforte par rapport à mon auto-analyse, mon autocritique. Parce que ça aussi, éventuellement, ça va partir. Là. Alors voilà. Puis là, ben, c'est sûr que le stade modéré, c'est celui du milieu dans 3 stades. Fait que c'est comme... C'est un peu épeurant. En même temps, j'avais pas besoin des tests pour me le dire. Vous l'aviez remarqué, c'est ça exactement. Vous l'avez. Oui. C'est sûr que vous remarquez ces changements-là. Là. Oui. Moi, je le remarque, puis c'est rare que je me trompe quand je dis « Ah, mon Dieu, c'est bien bizarre, ça. » Ça faisait plusieurs... Ça fait longtemps là, que vous disiez que vous le remarquiez. Là. Ouais. Ça a été sur 9 mois, là, tu sais, quand même. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, à répétition, ça se remarque beaucoup. Mais justement, vous avez lancé une pétition il y a 1 mois qui voudrait qu'il y ait une loi autorisant l'aide médicale à mourir anticipée. Ouais. Pouvez-vous nous en parler? On a plusieurs jeunes qui nous écoutent, donc est-ce que vous pouvez un peu plus nous informer dessus?
Oui, en fait, je vais essayer d'y aller simplement parce que c'est pas tout le temps simple. Alors, il y a l'aide médicale à mourir comme on la connaît maintenant au Québec depuis quelques années. Dans les enjeux par rapport aux gens atteints d'Alzheimer, c'est que pour avoir l'aide médicale à mourir standard, on doit avoir une maladie qui ne s'améliorera jamais. Tu sais, qu'il n'y a comme pas de pronostic bon au bout de ça. Hein. Et l'autre, c'est qu'il faut être apte à dire au médecin au moment où il va faire l'injection, oui, c'est vraiment ça que je veux. Les gens atteints d'Alzheimer, quand ils sont en stade plus avancé, euh, la plupart ne sont pas capables de faire ça. Souvent, ils ne reconnaîtront pas le médecin, ils ne sauront pas c'est qui, s'ils ne sont pas dans leur lieu, ils peuvent être agressifs, ils ne comprennent pas. Bon. Fait que ça s'applique juste pas. Mais dans les faits, j'en parlais avec un médecin qui fait beaucoup d'aide médicale à mourir la semaine passée. Il me dit, si ça me demandait l'aide médicale à mourir, ce soir, tu l'aurais demain matin, là, parce que j'ai une maladie qui va continuellement dépérir et c'est irréversible. En tout cas, à date, personne n'a reviré l'Alzheimer de bord. C'est les deux critères qu'il faut avoir puis être apte à consentir. Puis c'est raisonnablement prévisible pour ton décès. On sait très bien que ça ne fera pas 30 ans. Là. Ça ne fait pas avec la maladie. C'est sûr qu'on ne peut pas le prédire aussi précisément que quand ça va être plus avancé, mais quand même. C'est sûr qu'on irait sûrement se débattre un peu, là, parce que... Mais il me dit, je comprends que tu es préoccupé par la médicale anticipée, mais dans les faits, quand on fait juste penser au terme comme tel, ça pourrait l'être. Mais bon, ça ne se fera pas parce que c'est un petit peu trop politisé. Là. Mais c'est ça. Puis la partie anticipée, ben, c'est qu'il faut être apte, c'est de le dire d'avance, de le faire notarier. Ça va sûrement être notarié. De dire, par exemple, moi, lorsque je serai à tel stade ou lorsque je serai à tel symptôme, je veux avoir l'aide médicale à mourir. Et mon mandataire, c'est telle personne qui va vous le dire pour moi. C'est ça, la médicale anticipée. C'est quand même un gros morceau. C'est quelque chose de complètement nouveau, là, de faire une demande, mais de la recevoir finalement quand tu ne seras pas en contact avec la personne qui te la donne. Là. Je veux souligner que votre Oui. pétition est actuellement à 85 000 signatures. C'est quand même très impressionnant. Félicitations. On va mettre le lien là, pour que les gens puissent aller la signer. C'est vraiment On vous impressionnant. invite à la signer. Je veux Ah vous oui, écoute, c'est vraiment impressionnant, pour vrai. Jamais j'aurais pensé ça. Non, c'est sûr. de vous relancer. Vous avez parlé tantôt de mort prématurée, tout ça. Je sais que vous prenez tout ça avec humour et légèreté, mais votre futur à court moyen terme, réalistement, comment vous le voyez? Je suis pas mal dans le moment présent, premièrement. Là, ça, c'est la base. Là. Mon futur. Je sais que mes enfants vont pouvoir être là pour m'aider. Puis mon conjoint aussi, je sais, dans le fond, c'est sûrement un système de relais, là, je ne sais pas trop. Là. Mais, comme je l'ai dit aussi dans les autres entrevues, moi, je ne veux pas dépasser une certaine limite dans la maladie. Je ne veux pas arriver à un moment où j'ai besoin de quelqu'un 24 heures sur 24 pour tout faire. C'est pour m'alimenter, pour aller aux toilettes, pour me vêtir, pour me... Ça, pour moi, c'est pas une vie qui a du plus-value. Je vois pas, moi, ma personne, qu'est-ce que ça va m'aider, en quoi je vais m'épanouir là-dedans. Mais c'est quelque chose de très personnel. Et puis, c'est pour ça que je demande l'aide. Ben, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir anticipée pour... Oui, tu sais, au début, les premières années, je pense qu'on va être capable de travailler. Ça va être pas simple, là, avec les horaires de tout le monde, mais il y a aussi des organismes communautaires qui peuvent aider. On va faire un bon bout. Mais au moment où je vais sentir que là, j'ai plus de dignité puis que je dépends de toutes mes fonctions de base là, pour quelqu'un, non, ça sera pas ça. Ce que vous faites, c'est inspirant, je vais vous le dire. Là. Puis pour les prochaines années à venir, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du temps en santé. Avec raison, avec raison. On vous le souhaite de tout cœur. Merci, merci.
Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Ça vient vraiment nous toucher droit au cœur. Puis aussi, on trouvait cette cause vraiment, vraiment, on tenait cette cause à cœur. Donc, merci infiniment d'être venu. On va également inviter les gens à vous suivre. Je sais que vous avez une page Facebook, Je vis avec l'Alzheimer précoce. On va mettre le lien et pour la pétition aussi. Donc, on veut suivre votre histoire, votre cheminement. C'est vraiment inspirant, comme Mallory l'a dit précédemment. Donc, on vous remercie énormément. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on se laisse? Ben, je veux vous dire que j'ai apprécié notre discussion ce soir. Puis, merci de porter un intérêt à une cause qui n'est pas nécessairement la plus joyeuse, mais en même temps qui fait aussi partie de la réalité. La mienne est un petit peu plus spéciale parce que, bon, c'est précoce, mais n'empêche de vivre avec une maladie dégénérative. Je suis contente d'avoir échangé avec vous. Ben, ça peut plus nous arriver, donc c'était vraiment important de le faire pour nous, puis on apprécie nous aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci. Bonne soirée, bye-bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir réécouté un de nos tête-à-tête. C'était vraiment très inspirant. Merci, Mallory. Ben, merci, William. Merci à tout le monde de nous avoir encore écoutés. C'est un plaisir à chaque fois, puis on se retrouve très bientôt. Restez à l'affût pour un autre podcast. Ça s'en vient dans les prochains jours. Vous ne voulez pas manquer ça. On se retrouve très bientôt. À bientôt pour un autre Tête à tête. Bonne soirée. Bye.